Good Morning Business, le débat. La moche endormie, c'est comme ça que certains avaient requalifié l'OCDE il y a quelques années, mais je l'avais oublié celle-là. La moche endormie s'est réveillée, 60 ans, et peut-être, on va voir ce que vous en pensez les uns les autres. Enfin, on parle souvent de l'OCDE, hein. Il y a eu la taxe GAFA, même s'il n'y a pas encore de résultats, ça phosphore, il y a tous les rapports qu'on commente, il y a le classement PRISA, bref. L'OCDE, à quoi ça sert aujourd'hui, Jean-Marc Daniel? Eh bien, je vais être clair et net, à rien. Ah bon? Alors, fallait pas commencer par Jean-Marc, Nicolas. Vous m'avez dit commencer par Jean-Marc. Non, non, juste pour vérifier. Voilà. Je pense quand même que ça a une utilité pour rassurer sur cette capacité qu'a la bureaucratie à subsister une fois que sa mission a disparu. Parce que je rappelle que alors, le président de la République, qui pète les 60 ans de l'OCDE, aurait pu faire un paquet avec les 90 ans de la Banque des règlements internationaux. La BRI a été créée en 1930 pour régler le problème des réparations allemandes. Problème dont je pense qu'il est résolu depuis un certain temps. Et l'OCDE est l'héritière d'une organisation qui avait été créée en 1948 pour gérer le plan Marshall. C'est ça, distribuer les mannes du plan Marshall aux Européens. Je pense que la mission de distribution du plan Marshall est terminée. Et donc ces organisations continuent à survivre et à essayer de se trouver une justification. Et alors, ça ne met pas en cause la qualité de leurs travaux. L'OCDE fournit effectivement d'excellents travaux. L'OCDE est une mine de statistiques. L'OCDE à un moment donné, à certains moments, a influé sur l'évolution de la politique économique. Je pense au rapport McCracken de 1976 qui a remis en cause l'efficacité des politiques de relance après l'échec des relances de 75. Je pense à la stratégie pour l'emploi de 94 qui a refondé effectivement la politique économique et l'approche des stratégies vis-à-vis de l'emploi. Je pense effectivement au travail qui est fait sur toute la fiscalité en ce moment. Et puis les GAFA, les GAFA et tout ça. Mais je pense concrètement que tout ça pourrait être fait ailleurs et que les 2500 personnes, c'est quand même 2500 permanents, l'OCDE, hein, c'est pas... à ça, il faut rajouter que chaque pays qui est membre de l'OCDE a une ambassade auprès de l'OCDE, avec des frais de réception, des voitures de fonction, des cocktails, des études, bon. Donc tout ça fonctionne effectivement aux frais du contribuable avec un coût qui n'est pas excessif, mais qui n'est pas négligeable et qui pourrait être fait de façon tout aussi efficace ailleurs, par des organismes, là encore une fois, les études économiques, il y a suffisamment d'universités, de think tanks, de lieux de réflexion pour organiser ça. Des lieux de concertation, depuis 1960, on a créé le G7, on a créé le G20, il y a les assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Donc tout ça, c'est c'est un bel exemple d'une de ces bureaucraties qui réussit à survivre et à se donner une raison d'être qui est de survivre, quoi qu'il arrive. Nicolas Dose va-t-il réveiller la moche endormie? Je vais forcément défendre un peu l'OCDE. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Jean-Marc Daniel. Il a quand même cité pas mal d'éléments qui sont à mettre au crédit de l'OCDE. Effectivement, on est sur un peu moins de 400 millions d'euros de budget annuel divisé entre 37 pays, bientôt 38. Il y a le Costa Rica qui va rejoindre l'OCDE. Le dernier étant la Colombie. C'était assez inattendu. Ok, le G7 existe, le G20 existe, on pourrait imaginer que des think tanks d'universités très brillants un peu partout pourraient fournir des travaux que fournit l'OCDE ou des résultats qu'obtient l'OCDE, sauf qu'il y a quand même des choses au sein de l'OCDE qui ne sont pas totalement négligeables, surtout en ce moment. Quand vous avez une organisation qui grossit, qui est appelée à grossir, vous avez 6 pays aujourd'hui qui frappent à la porte de l'OCDE. Après, il faudra se demander jusqu'où on élargit l'OCDE et quel est le pédigré des pays qu'on intègre au sein de l'OCDE, parce que l'un des éléments quand même qui rassemble l'ensemble de ces pays, à part leur niveau de richesse, c'est leur souci de la démocratie. Quelquefois, on pourra se poser quelques questions sur l'élargissement de l'OCDE. Mais enfin, en ce moment, c'est quand même une organisation qui défend toujours le libre-échange, qui défend toujours le multilatéralisme, qui défend toujours l'économie de marché. Ce sont quand même des éléments qui nous semblaient acquis il y a encore quelques années et puis qui sont un petit peu aujourd'hui fragilisés. L'OCDE, effectivement, a permis de faire malgré tout des avancées importantes en matière de réflexion sur la nouvelle architecture fiscale qui serait compatible avec les business models du numérique. C'est en 2017 que 15 points ont été validés par... une quantité de pays importante, j'ai plus le chiffre en tête, pour essayer d'avancer. Alors tout ça prend du temps. Et avec l'OCDE, on a aussi fait des progrès en matière de lutte contre les paradis fiscaux. On a progressé, même si le déclencheur n'a pas été au sein de l'OCDE, mais au sein d'une loi américaine contre le secret bancaire. Il y a aussi ce classement PISA dont vous parliez, le classement PIAC, qui est quand même assez riche d'enseignements, surtout pour nous les Français qui ne sommes pas très bien classés. Et on se souvient de l'Allemagne qui, lorsqu'elle avait eu le classement PISA, je crois que c'était en 2000, avait transformer son système éducatif parce qu'elle avait été choquée des résultats. Hein. Donc, vu ce que ça coûte, vu les valeurs que ça défend, Jean-Marc citait
les 10 points de l'OCDE, la politique de l'emploi de l'OCDE. Oui, la stratégie pour l'emploi de l'OCDE. Stratégie pour l'emploi, on peut aussi citer les L'OCDE qui n'aime pas tellement le SMIC, comme vous d'ailleurs. Hein. Oui. Les 10 clés d'une réforme. La stratégie pour l'emploi contient des choses qu'on devrait mettre en application. Oui, l'OCDE aussi avait pondu les 6 clés d'une réforme réussie. On s'était rendu compte en regardant les 6 clés d'une réforme réussie que Emmanuel Macron n'en cochait qu'une sur 6 et que tous les pays qui avaient respecté ces clés d'une réforme réussie, eh bien dans 4 cas sur 5, les gouvernements avaient été réélus. Vu ce que ça coûte, vu ce que ça défend comme valeur et les éléments de progrès que ça a pu apporter, qu'on n'aurait pas forcément obtenu avec le G7 ou le G20, qui tout de suite a une dimension politique contraignante, tandis que ce que fait l'OCDE n'est pas contraignant vis-à-vis des États, ça me semble pas totalement inutile. Voilà. C'est du soft power, l'OCDE, du soft power libéral. Si l'OCDE n'était pas là, je pense qu'on vivrait aussi, peut-être aussi bien, mais je ne suis pas totalement certain que ce soit inutile pour les 2-3 éléments qu'on a rappelés, surtout la défense de l'économie de marché aujourd'hui. Si l'OCDE n'était pas là, on vivrait aussi bien avec 400 millions d'euros à boire à payer, 400 millions de dollars ou d'euros. Alors, la liste des choses qu'on pourrait supprimer, il n'y a pas grand-chose de... Jean-Marc ne croit pas au multilatéralisme. C'est bien de discuter. Mais je crois à la discussion, à la diplomatie, je ne crois pas à la bureaucratie. Allez, c'est dit. Jean-Marc, Daniel, Nicolas Dos et Dédé tous les jours à 7h10 dans Good Morning Business.